téméraire, le jeune Axel Lidenbrock va être entraîné dans une périlleuse expédition scientifique sous la conduite de son oncle, l'irascible professeur Otto Lidenbrock. Au moment même où les premiers chapitres de Voyages et aventures du capitaine Hatteras paraissent en feuilleton, Jules Verne se plonge dans l'un de ses romans les plus fantastiques, Voyage au centre de la Terre, dont la première édition sort le 25 novembre 1864. Alors que les deux premiers voyages extraordinaires de Jules Verne commençaient en Angleterre, cette fois, le point de départ de cette aventure est en Allemagne, dans l'un des plus anciens quartiers de Hambourg. Cette histoire commence lorsque le professeur Lidenbrock, minéralogiste et géologue, découvre un incompréhensible manuscrit codé écrit par un savant alchimiste du XVIe siècle, Arne Saknussemm. Mais c'est grâce au neveu du professeur Lidenbrock, le jeune Axel, que le décryptage du message va pouvoir se faire. Car le véritable héros est Axel. Le roman est d'ailleurs écrit à la première personne et c'est à travers le récit d'Axel que nous allons vivre cette incroyable aventure. Le décryptage fastidieux de ce message révèle l'existence de l'entrée d'un passage naturel sur le volcan le Snæfell en Islande, permettant de pénétrer les entrailles du globe et d'aller jusqu'au centre de la Terre. En découvrant le sens de ce texte codé, le professeur Lidenbrock n'a qu'une idée, qu'une seule obsession, suivre à la lettre les indications de Saknussemm et pénétrer au centre même de la Terre. Il s'agit du seul voyage extraordinaire imaginé par Jules Verne qui n'a encore jamais été réalisé. Si la conquête des airs et des mers, de la Lune, de l'espace et même des comètes a été faite au cours du XXe siècle, celle des profondeurs de la Terre reste un rêve. Aujourd'hui, les forages les plus profonds atteignent 12 km de profondeur. Il est vrai que la chaleur et la pression insoutenable qui règnent dans les entrailles de la Terre empêchent toute tentative de ce type. En 1864, le débat sur un centre de la Terre chaud ou froid n'est toujours pas clos. Et Jules Verne peut jouer sur cette incertitude de la science de son époque pour imaginer son voyage. Le professeur veut entraîner dans son aventure son jeune neveu Axel. Mais Axel se refuse à suivre son oncle, effrayé par la folie de ce voyage qu'il considère hallucinant et surtout terriblement dangereux. Pourtant, Axel va faire le voyage. Poussé par son amoureuse, Groben, la filleule du professeur Lidenbrock, tout premier personnage féminin des voyages extraordinaires. Axel et Groben sont secrètement fiancés. Contre toute attente pour Axel, Groben l'encourage à entreprendre ce voyage, car elle assure à Axel que ce voyage fera de lui un homme, l'égal du professeur, libre de parler, libre d'agir, libre, enfin, de l'épouser. L'organisation de l'expédition est précipitée par l'impatient professeur Lidenbrock. En effet, selon le manuscrit de Saknussemm, l'entrée de la galerie, permettant ce voyage au centre de la Terre, ne peut être découvert que grâce à l'ombre projetée par le pic d'une montagne, le Scartaris, durant la période du solstice d'été, tel le style d'un immense cadran solaire. Nos héros ont donc seulement un mois pour accéder à l'Islande. En diligence, puis en train, et enfin en bateau, ils arrivent à Copenhague, où ils doivent patienter 5 longues journées pour pouvoir embarquer à bord d'un voilier pour l'Islande. Le professeur en profite pour exercer son neveu à ce qu'il appelle des leçons d'abîme. Chaque jour, en effet, Axel est obligé de monter au sommet de l'un des plus hauts clochers de la ville. Cet exercice, terrifiant au départ pour Axel, lui permet au fil des jours de maîtriser son vertige et de faire ce qu'il dira être des progrès sensibles dans l'art des hautes contemplations. À leur arrivée à Reykjavik, il faut trouver un guide pour traverser l'Islande
et atteindre le Sneffel. Ce sera Hans, un chasseur imperturbable, efficace, flegmatique et silencieux. D'une fidélité sans faille, il suivra sans se poser de questions le fougueux professeur Lidenbrock. Après avoir atteint le volcan le Sneffel, le 23 juin, il découvre, grâce au soleil, l'entrée du passage. Désormais, le véritable voyage commence. Axel est littéralement effrayé lors de la première journée par cette descente verticale dans le puits insondable de la cheminée centrale du volcan. L'obscurité se fait peu à peu. Enfin, vers 11 heures du soir, les 3 aventuriers atteignent le fond de la cheminée après une descente de 3000 pieds. Ils remarquent alors une sorte de couloir descendant d'une pente plus douce vers les profondeurs sombres de la Terre. Voilà ce qui est alors narré par Axel lui-même. L'obscurité n'était pas encore complète. On ouvrit le sac aux provisions, on mangea, et chacun se coucha de son mieux sur un lit de pierre et de débris de lave. Et quand, étendu sur le dos, j'ouvris les yeux, j'aperçus un point brillant à l'extrémité de ce tube long de 3000 pieds qui se transformait en une gigantesque lunette. C'était une étoile dépouillée de toute scintillation et qui, d'après mes calculs, devait être Bêta de la petite ours. Puis, je m'endormis d'un profond sommeil. L'étoile Bêta de la petite ours n'est pas n'importe quel astre, car il y a environ 3000 ans, celle-ci était alors l'étoile polaire, c'est-à-dire l'astre le plus important pour s'orienter sur mer comme sur terre. Axel, avant de plonger dans le sommeil, contemple ainsi l'étoile polaire des pharaons, des Phéniciens et des philosophes grecs. Au bout de plusieurs jours de voyage au sein de la croûte terrestre, ils s'aperçoivent qu'ils sont sur un mauvais chemin, qui se termine en cul-de-sac. Il leur faut revenir en arrière, et leur réserve d'eau s'épuise, et contrairement aux espérances du professeur, ils ne trouvent aucune source. Ils s'épuisent à chercher à la fois leur route et le précieux liquide, jusqu'à ce que Hans ait l'idée de percer la roche dans une paroi où il lui semble entendre un écoulement. Un dernier effort surhumain, ils arrivent à faire jaillir une source d'eau salvatrice. Mais cette eau, qui s'écoule désormais dans les profondeurs, devient un véritable fil d'Ariane, qu'il suffit de suivre dans sa descente dans les profondeurs terrestres. Par étourderie, le jeune Axel, perdu dans ses rêveries, perd ce précieux fil d'Ariane. Il quitte le chemin et se coupe de ses compagnons. Axel se retrouve totalement isolé dans ce labyrinthe. Il est désormais perdu dans le silence opaque des entrailles de la Terre. Et dans une obscurité totale, puisque dans un moment de panique, il casse sa lampe électrique. La retrouvaille d'Axel avec le professeur et Hans ne se fera qu'après de longues souffrances et grâce à un étonnant jeu sonore provoqué par la disposition particulière des différents couloirs de ce labyrinthe naturel. Dans une lumière étrange, un aspect électrique qui donne au paysage une teinte subtile, comme provoquée par une aurore boréale, nos héros arrivent sur le bord d'un océan intérieur. Ils construisent un radeau et décident de traverser cette immense étendue d'eau que le professeur a baptisée mer Lidenbrock. Une navigation de plusieurs jours qui se révèle extrêmement dangereuse, notamment par la présence d'animaux gigantesques, monstres antédiluviens des temps anciens de l'histoire de la Terre. Tout devient d'ailleurs disproportionné, avec la découverte d'une forêt de champignons géants. Et surtout, il leur semble apercevoir des êtres humains dont ils estiment que leur hauteur est de près de 4 mètres. Au fur et à mesure que nos héros descendent dans les entrailles de la Terre, ils remontent en réalité le temps et découvrent l'histoire de notre globe imprimée dans les différentes couches de stratification qu'Axel compare aux pages d'un livre.
La découverte du squelette d'un homme d'une époque lointaine amène la question de nos origines. Cette partie du roman sur la préhistoire était d'ailleurs absente dans la première édition, et ce n'est qu'à la publication illustrée du roman, 3 ans plus tard, en 1867, que ce chapitre apparaîtra, faisant alors écho aux toutes dernières découvertes de la science à l'époque de Jules Verne. Dans un moment d'hallucination, Axel croit voir en rêve l'histoire du cosmos. Les siècles s'écoulent comme des jours, et il remonte la série des transformations terrestres. Il se sent comme entraîné dans les espaces planétaires et rêve que son corps se mélange comme un atome impondérable aux immenses vapeurs qui tracent dans l'infini leur orbite enflammée. Après un parcours de près de 2 mois dans les entrailles de la Terre, il découvre un poignard rouillé qui aurait permis à Arne Saknussemm de graver ses initiales dans la roche, prouvant ainsi qu'ils sont sur la bonne voie pour aller au bout de leur voyage. Mais Jules Verne se garde bien de prendre finalement position sur la constitution intérieure du globe. Il ne permet à ses héros que de traverser une partie superficielle du globe et le mystère reste entier. En effet, depuis le passage de l'illustre savant du XVIe siècle, les différents mouvements volcaniques ont transformé la physionomie du terrain et le chemin de Saknussemm bute désormais sur un cul-de-sac. Ils sont bloqués. Mais avec détermination, Axel prend l'initiative de faire exploser le passage obstrué. Le dénouement de cette incroyable aventure va pouvoir se faire d'une bien curieuse manière et surtout, à leur grande surprise, dans un endroit du globe terrestre bien différent de celui de leur départ. Quant à la fin de ce voyage extraordinaire, je ne vous dévoilerai qu'une seule chose. Comme Grobben le lui avait promis, Axel reviendra bien transformé par ce voyage initiatique et l'histoire se terminera par leur mariage. Voyage au centre de la Terre paraît en librairie le 25 novembre 1864, au moment même où Jules Verne imagine faire partir ses prochains héros dans un voyage spatial.